Bonjour Ron, et bienvenue à nouveau. Nous sommes de nouveau rejoints par Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Eh bien, c'est un plaisir. Nous assistons actuellement à la réunion de l'OCS en Chine, c'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai. Parmi tous les membres présents, je pense que l'aspect le plus important de cette réunion est que l'Inde, la Chine et la Russie se réunissent, ces trois géants eurasiens. En effet, nous avons maintenant toutes ces photos et vidéos de Modi, Xi et Poutine semblant extrêmement amicaux. Je sais bien que l'apparence ne fait pas tout, mais Modi, bien sûr, se rend en Chine pour la première fois depuis 7 ans. Et nous avons des images de Modi étreignant Poutine, se rassurant mutuellement sur le fait qu'il s'agit d'un partenariat durable entre l'Inde et la Russie. Il ne compte pas revenir en arrière. Si quelque chose est sous-exploité, ils doivent encore le renforcer. On voit aussi Modi serrer la main de Xi après toutes ces tensions des dernières années, les deux appelant à améliorer les relations sino-indiennes, alors que ces deux géants eurasiens reconnaissent qu'ils devraient peut-être régler leurs relations. Cela me semble vraiment historique. Je me demandais, que pensez-vous de cette rencontre majeure? La réunion était historique. Je suis tout à fait d'accord. Et je constate que certains observateurs en Inde, et pas seulement en Occident, passent peut-être à côté de ce point. J'ai été assiégé. En fait, vous avez probablement entendu l'enregistrement de cet appel téléphonique qui arrivait, car j'ai reçu plusieurs appels téléphoniques dès 6 heures ce matin de la part de différents diffuseurs indiens, et j'ai participé à leurs émissions. C'est une chose de parler, c'en est une autre d'écouter. Et j'écoutais ce qu'ils disaient, car il ne s'agissait pas seulement d'entretiens individuels, mais de tables rondes avec divers Indiens éminents du pays et de l'étranger, ainsi que des experts occidentaux invités à s'exprimer. Et ce que j'ai entendu était un peu surprenant, un peu décevant, car je ne pense pas l'Inde, de tous les pays, avec leurs experts, mesure pleinement ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours. Je crois que M. Modi, lui, l'a compris. Et s'il l'a compris, alors il regrettera de ne pas être au défilé militaire de Pékin mercredi. Mais pour répondre directement à votre question, je pense que nous assistons à l'ascension de l'Inde. Les Indiens eux-mêmes exultent face à ce qu'ils considèrent comme l'humiliation du Pakistan sur l'un des points de la déclaration commune adoptée par l'OCS à sa clôture. Ce point étant la condamnation du terrorisme transfrontalier et de l'attaque contre l'Inde. Eh bien, nous savons d'où vient le transfrontalier. Il vient du Pakistan. Ainsi, les Indiens célèbrent cela. Pouvez-vous imaginer l'OCS vient de remettre le Pakistan à sa place? C'est exagéré. Rappelons que le Pakistan est un protégé de la Chine, et cette tape sur les doigts n'aurait pas pu avoir lieu sans l'approbation de Xi. De plus, la situation globale est bien plus complexe que ce que voudraient nous faire croire certains journalistes indiens. Après tout, le Pakistan est un proche soutien de l'Iran et constitue un pays de transit important pour le corridor nord-sud, que l'Inde désire ardemment, car il lui donnerait accès à toute l'Asie centrale. Ce qui, dans les conditions actuelles où tout le monde cherche de nouveaux marchés, est d'autant plus crucial pour l'avenir économique de l'Inde. Il y a donc ici des complications de plusieurs ordres. J'espère que nous pourrons en aborder certaines, car étonnamment, elles n'ont pas été mises en lumière. Et l'une d'elles que je viens d'évoquer pour lancer notre discussion est la présence du Premier ministre de mon Dieu. Je parle maintenant de Pachinian, d'Arménie. Et voici une discussion chaleureuse, en tête-à-tête, imprévue au programme, avec Vladimir Poutine, qui a été mise en avant lors du récapitulatif de l'actualité de la semaine présenté hier par M. Kisilov. J'espère que nous y reviendrons, car cela montre à quel point tous ces pays
qu'ils soient membres, observateurs ou invités de l'OCS, ont des intérêts qui s'entremêlent et dont certains sont conflictuels. Quand vous avez 25 ou 26 pays, il n'est pas surprenant qu'il y ait aussi des intérêts contradictoires. Et puis, il y a un sommet comme celui des 2 derniers jours qui offre une plateforme, un lieu, pour que ces différentes parties puissent se réunir rapidement, de sorte que les discussions entre deux puissent ensuite être élargies à leur cercle. Et c'est ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Je crois par exemple que l'Arménie a été entraînée là-dedans, probablement par les Indiens ou par Xi. Comme vous le savez peut-être, M. Macron, la France, a fait de son mieux pour ruiner les relations entre la Russie et l'Arménie. Et ce que vous avez eu, et ce qui a été montré à la télévision russe hier, c'est les deux, Poutine et Pachinian, assis l'un à côté de l'autre. Et Pachinian a dit « Oh oui, Vladimir Vladimirovitch, tu es mon bon ami ». Et bien sûr, cela a été repris avec enthousiasme par les commentateurs russes. Mais il y a ces petits détails, et ils révèlent une partie de ce qui est visible. Ils montrent qu'il se passe beaucoup de choses qui restent invisibles. Mais pour revenir à la question de l'Inde et à ce que représente l'OCS, car il y a beaucoup de confusion dans le grand public, en quoi cela diffère-t-il des BRICS? Eh bien, les BRICS sont une organisation mondiale, et parmi ses membres fondateurs figurent des pays clés comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, qui ne s'intéressent pas particulièrement aux questions qui préoccupent la Russie et la Chine, par exemple. Et ils freinent les progrès dans l'intégration des BRICS parce qu'ils ont leurs propres préoccupations concernant leurs relations avec les États-Unis et la question de savoir s'ils ne vont pas trop loin contre les États-Unis, et ainsi de suite. L'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS, comme l'appellent les Russes, a été fondée il y a environ 30 ans et avait pour mission d'apporter la sécurité à cette région d'Asie de l'Est. Elle a été créée principalement par la Russie et la Chine, d'abord pour modérer leur concurrence pour les pays d'Asie centrale, et aussi pour que les deux puissent coordonner leurs actions afin de tenir les États-Unis et d'autres intrus à l'écart de la région. Officiellement, sa mission était de lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue. Ce que nous avons vu au cours des 2 derniers jours, c'est une vaste expansion de son mandat, de sa propre définition. L'organisation adopte des caractéristiques des BRICS, c'est-à-dire une dimension économique. M. Xi a présenté les plans, ou plutôt les plans annoncés, pour créer une banque de l'OCS, une banque de développement. C'est remarquable. Nous voyons, oh mon Dieu, les amis sont de retour, nous voyons la tentative d'intégrer cette vaste région financièrement et économiquement. Rappelons que sa contribution au PIB mondial s'élève à 24 000 milliards de dollars. Cela ne remet pas en cause l'importance des États-Unis en tant qu'influenceurs du commerce mondial, mais c'est très significatif. L'accent est mis sur l'Eurasie. Il y a les marges de la Biélorussie. Monsieur Loukachenko était là et a été chaleureusement accueilli. Il y a l'entrée des pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire la Perse, les Émirats arabes unis. Et je pense qu'ils s'inscrivent dans la dimension financière en tant que soutien ou bailleur potentiel de cette nouvelle banque prévue pour l'Organisation de coopération de Shanghai. Maintenant, qu'en est-il des langues? Eh bien, les langues de travail de l'Organisation de coopération de Shanghai sont le russe et le mandarin. Cela vous indique qui dirige l'organisation. C'est un point dont, d'une manière ou d'une autre, les commentateurs occidentaux ne parlent tout simplement pas. Ils évoquent 25 pays là-bas, blablabla. Mais qui dirige vraiment la situation? Ce sont la Russie et la Chine.
Je pense que pour l'Inde, à en juger par le langage corporel entre ici Poutine et Modi, lors des dernières heures où ils étaient tous ensemble et en pleine discussion, on voit la perspective ou l'invitation pour l'Inde de s'élever comme l'un des pays dirigeants de l'OCS. Si cela se réalise, ce serait un changement spectaculaire. En même temps, en arrivant à ce sommet, je pense que M. Modi a manqué des opportunités. Je pense que son arrêt au Japon était une erreur. De toute évidence, c'était un message. Il envoyait un message aux Chinois. Ne pensez pas que nous allons nous allier à vous du jour au lendemain. Nous avons nos propres options. Et sa décision de ne pas participer ou de ne pas assister au défilé militaire à Pékin, je pense que c'était une mauvaise décision. Après tout, le défilé célèbre la fin de la guerre dans le Pacifique. L'Inde n'était pas un pays indépendant en 1945, mais il y avait de nombreux soldats indiens qui ont combattu les Japonais dans le Pacifique en tant que soldats de l'Empire britannique. Les Indiens, sur les deux fronts, en Europe comme en Asie, ont perdu 1,5 million de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'était une erreur de la part de Modi de ne pas honorer la mémoire de ses compatriotes qui sont morts pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Mais en même temps, je trouve très triste que Donald Trump ne soit pas présent, car, bien sûr, les Américains ont également joué un rôle décisif dans la libération, île après île, des territoires occupés par les Japonais, et il ne sera pas là. Les États-Unis ne seront pas représentés au niveau approprié lors de cet événement historique. Les Chinois, dont on ne parle pas beaucoup à ce sujet, organisent très peu de défilés militaires. Ils ne sont pas comme les Russes, qui en font chaque année, et c'est donc un événement important. Ainsi, l'absence de Modi et de Trump, selon moi, est une grosse erreur. Vous avez mentionné le développement de l'OCS. Et oui, car à l'origine, elle était censée se concentrer sur la sécurité, c'est-à-dire le terrorisme et ce genre de choses, mais aussi sur la gestion de la Russie et de la Chine, afin qu'elles n'entrent pas en concurrence sécuritaire et de pouvoir en Asie centrale. Lorsqu'elle a commencé à assumer des compétences économiques, cela signifiait transférer une partie du rôle de leader de la Russie vers la Chine. Donc, quand ils ont intégré toutes ces autres grandes puissances, que ce soit l'Inde, ou si l'on étend cela au Pakistan et à l'Iran, je pense alors que les Russes se sont sentis plus à l'aise, car les Chinois resteraient les principaux, mais ils ne seraient pas en position dominante face à tous ces autres géants. Cela étant dit, il me semble que, bien souvent, lorsque je lis des commentaires occidentaux sur l'OCS, l'accent est mis sur le fait que, regardez tous ces intérêts concurrents qu'ils ont, ils ne sont pas alignés. Mais encore une fois, il s'agit d'une forme très différente d'organisation de la sécurité. Ce n'est pas un système d'alliance où un groupe de pays coopère pour assurer sa sécurité contre un membre extérieur au bloc. Au contraire, il s'agit d'un arrangement sécuritaire où l'on cherche la sécurité avec les autres membres du groupe. Je veux dire, la Chine, l'Inde, le Pakistan. Il existe des tensions entre ces pays. Mais l'idée principale, c'est que s'ils parviennent à résoudre leurs différends politiques, ils peuvent alors bénéficier d'avantages économiques mutuels. Il semble simplement que, souvent en Occident, nous avons tendance à tout évaluer en fonction de l'alignement total des intérêts. Mais cela signifie souvent, vous savez, que la manière dont nous y parvenons en Occident consiste à tout présenter dans le langage de l'idéologie, ce qui a souvent pour conséquence que les pays ne peuvent pas poursuivre leurs propres intérêts nationaux, comme on le voit en Europe. Mais si vous avez tous ces pays avec des intérêts nationaux concurrents, chacun poursuivant ses propres intérêts, qui sont parfois en compétition, l'objectif n'est sûrement pas une utopie où tout le monde serait d'accord sur tout, n'est-ce pas?
Non, ce n'est pas le cas. Ces pays ont des intérêts divers, et certains d'entre eux, bien sûr, considèrent cela comme une question de souveraineté et refusent de faire des compromis à ce sujet, comme l'a montré l'Inde en refusant de se plier aux injonctions de Donald Trump concernant leur commerce de pétrole russe. Ce sujet a été largement débattu parmi les commentateurs sur les chaînes indiennes telles que NewsX et NewsX World. Ce sont deux entreprises différentes, ainsi que CNN 18. Ils ne parlent des actions de Trump qu'en termes de ce qui est évident et manifeste, qu'ils sont traités de manière discriminatoire, que la Chine achète plus de pétrole que l'Inde sans être sanctionnée, que c'est du deux poids, deux mesures, etc. Ils ne tiennent pas compte de ce qui figurait dans le dernier paragraphe de la discussion du Financial Times sur l'impact des droits de douane sur les relations américano-indiennes il y a quelques jours. Il parlait de l'impact sur l'économie indienne. En réalité, l'impact concerne les produits manufacturés, en particulier les textiles. Et les textiles destinés à l'exportation, principalement vers les États-Unis, représentent, d'après ce que j'ai compris, 2% de la main-d'œuvre indienne. Ce n'est pas un chiffre énorme, mais compte tenu de la taille de l'Inde, il faut tout de même le mentionner. Maintenant, c'est assez perturbant, je le regrette. Mais vous voyez l'insistance des diffuseurs indiens. Et je perds maintenant le fil de ma pensée. Revenons donc à votre question, si vous le voulez bien. Eh bien, il s'agit de savoir dans quelle mesure les accords de l'OCS et la coopération entre l'Inde, la Chine et la Russie doivent être évalués en fonction de l'élimination des intérêts concurrents ou simplement de la manière dont les différences sont gérées. Car ce système est très différent de l'hypothèse que nous avons en Occident, selon laquelle tout doit s'intégrer dans un système d'alliance. Mais comme le rappellent les réalistes politiques, les alliances permanentes en temps de paix ne sont pas toujours très attrayantes, car elles enferment les pays et les empêchent de poursuivre leurs intérêts nationaux. John Hayes écrivait même en 1950 que ces systèmes d'alliance, les alliances en temps de paix, suppriment le droit de faire la guerre et le remplacent par une obligation de faire la guerre. C'est pourquoi les Chinois ne veulent pas de système d'alliance, essentiellement. Ils préfèrent appartenir à une organisation plus souple, où ils n'ont pas à mettre de côté leurs intérêts nationaux pour aligner leur politique. Eh bien, maintenant je comprends pourquoi je me suis précipité sur la question suivante concernant la position de M. Trump à ce sujet. Et c'est quelque chose que j'ai exprimé auprès de plusieurs de ses diffuseurs, à leur grande surprise. J'espère que cela les amènera à réfléchir. Ils se concentraient tous sur l'aspect superficiel de ce que Trump a fait. Tout comme le Financial Times dans son article sur les relations avec l'Inde aujourd'hui, qui se concentre sur l'aspect économique des droits de douane, sur ce que cela signifie pour leur commerce. Après tout, cela ne concerne que les produits manufacturés, en particulier les textiles. Cela n'affecte pas l'important commerce de 80 milliards de dollars dans le secteur des technologies de l'information, où l'Inde est un fournisseur majeur de programmation et d'intelligence économique pour les entreprises américaines, ni l'industrie pharmaceutique. Donc cela touche beaucoup de gens. Il y a un impact politique, car ce sont des ouvriers du textile après tout, et ils vont perdre leur emploi. Mais dans le tout dernier paragraphe, le Financial Times a dit, et d'ailleurs, cela va vraiment nuire aux arrangements économiques quadrilatéraux que les États-Unis ont soigneusement construits au cours des 25 dernières années, pour intégrer l'Inde dans la politique de confinement dirigée contre ce que l'on présente comme les ambitions agressives et l'expansion de la Chine, détruit en quelques semaines. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas une conséquence accidentelle. C'était la raison pour laquelle les droits de douane ont été imposés. Parce que ces droits de douane sont illogiques, tout le monde le sait,
et ils sont discriminatoires. Et pourquoi l'Inde est-elle visée alors que la Chine ne l'est pas? C'est précisément, je crois, parce que M. Trump, dans la mesure où il a une conception de la politique étrangère, c'est exactement ce que vous décrivez. Et il ne l'a pas inventée. Il l'a reprise à Henry Kissinger, qui le conseillait de près pendant sa campagne présidentielle en 2016, et dont les idées se retrouvaient dans les premiers documents de stratégie de sécurité nationale de Trump en décembre 2017. Il s'agit là de relations entre concurrents et non entre adversaires. Cela rejette complètement les principes fondamentaux du néoconservatisme. Et ceux qui pensent que Trump n'a aucune idée en tête feraient bien de relire Diplomatie de Kissinger, publié en 1995, ainsi que les documents de la stratégie de sécurité nationale américaine de 2017. C'est exactement la même idée. L'idée que Kissinger promouvait en 1994 et dont il a dû s'éloigner lorsqu'il a écrit World Order en 2014 était celle d'un monde de nature pré-Première Guerre mondiale, avec plusieurs grandes puissances concurrentes, mais sans bloc. Eh bien, je dirais qu'on remonte trop tôt, beaucoup trop tôt, car dès les années 1890, il y avait bien sûr des blocs. Mais avant cela, et certainement en remontant à la période que Kissinger affectionnait le plus, 1815, le concert des puissances, les notions d'équilibre des puissances qui ont prédominé au moins jusqu'en 1870. C'est cette vision que Kissinger avait en 1995, à l'époque où des gens comme lui élaboraient des feuilles de route pour la période post-guerre froide. Et c'était sa vision. Et je crois que c'est une vision qu'il a transmise à Donald Trump, qui a fait de son mieux, dans les limites de ses possibilités, pour briser les blocs. Eh bien, dans son livre de 1994 sur l'ordre mondial, il a toujours souligné que l'ordre mondial, s'il doit être stable et durable, doit équilibrer à la fois le pouvoir et la légitimité. Et je pense que cela a toujours été le problème de l'unipolarité. Elle n'est pas durable en termes de répartition du pouvoir, et elle ne bénéficiera pas de la légitimité d'un centre unique. De plus, pour parvenir à cela, il reconnaissait qu'il fallait équilibrer ce que les Chinois appellent la diversité civilisationnelle, avec l'accord sur certains principes clés. Mais, vous savez, d'une certaine manière, nous serons toujours différents. C'est l'idée nationaliste. Et il y a aussi des principes que nous devons partager. Je pense que, avec l'hégémonie libérale, nous avons trop penché vers l'idée que tout devait reposer sur des principes partagés, et nous avons oublié la spécificité culturelle qui constitue en quelque sorte le fondement de la souveraineté. De mon point de vue, cela rejoint aussi un peu les idées intérieures de Trump, car il constate que cette hégémonie libérale grignote certaines valeurs liées à la spécificité civilisationnelle de l'Amérique et la transforme en ce qu'il considérerait, je suppose, comme une sorte de blob libéral. Mais penses-tu qu'il fonctionne encore selon le manuel de Kissinger? Je sais qu'ils se sont un peu parlé après son élection, mais à quel point crois-tu qu'il est influencé par ces idées? Eh bien, on ne peut pas demander à Kissinger de suivre ses propres recommandations de 1995. Bien sûr que non. Il y a un grand changement chez Kissinger entre ce qu'il a écrit dans Diplomacy et ce qu'il a écrit dans World Order. Et cela vient du fait qu'il a été attaqué pour sa vision de 1995 par les néoconservateurs, qui le voyaient comme un réaliste intransigeant rejetant les valeurs. Et bien sûr, les Américains accordent une grande importance aux valeurs pour orienter leur politique étrangère. Donc au final, en 2014, après avoir affirmé que la politique étrangère devait être fondée sur les intérêts, il a fait un geste envers ses opposants et a dit oui. Et bien sûr,
il devrait aussi y avoir des valeurs démocratiques pour unir certaines parties de la communauté mondiale. Mais ce n'est pas une si grande concession quand on considère ses travaux de thèse sur 1815. Tout s'est terminé là. Oui, il y avait l'approche réaliste, mais tout cela était encadré par des principes monarchiques, qui étaient les valeurs de l'époque. Ainsi, ces idées, qui sont en concurrence, n'ont pas complètement exclu l'autre versant de l'histoire. La question est, où se trouve l'élan fondamental? L'élan fondamental de la pensée de Kissinger était le réalisme et le rejet de toute idéologie. Et je crois que Donald Trump reste dans ce camp. Et ceux qui disent « Oh, il s'est entouré de Rubio », eh bien, s'il avait cherché des personnes partageant ce point de vue, il n'aurait eu personne autour de lui. Il y a très peu de réalistes, à des postes élevés ou ayant une expérience gouvernementale récente, qu'il pourrait avoir comme conseiller et exécutant. Donc, comme je l'ai dit, il pratique le double langage, et il le fait dans les limites qu'un homme peut avoir lorsqu'il est en position de pouvoir, entouré de nombreuses autres forces. Après tout, il existe des limites au pouvoir du président, même si le New York Times aimerait dire qu'il les dépasse toutes. Et il cherche à détruire les blocs. Il est difficile de se débarrasser de l'OTAN, de vraiment s'en débarrasser, car il lui faudrait l'appui des 2/3 du Sénat, ce qui n'est pas possible. L'arrangement quadrilatéral n'a jamais reçu ce type de formalisation officielle, qui le rendrait irréversible. Il est en train de le défaire. Donc je crois fermement que Trump a une ou deux idées en tête. Et je crois que les idées auxquelles il tient le plus, car il a bel et bien un cœur, lui viennent de Kissinger. Rappelez-vous que Kissinger était très heureux d'avoir l'oreille de Donald Trump, car pour la première fois en 30 ans, il n'avait pas été admis dans le bureau ovale par Obama, qui méprisait tout simplement Kissinger et ne voulait pas entendre ses conseils, alors que Trump était très heureux de les recevoir. Bien sûr, le rôle de Kissinger n'a duré qu'environ 1 an, je ne dirais pas longtemps. C'est compréhensible, il y avait beaucoup d'autres concurrents pour l'oreille de Donald Trump. Mais je ne crois pas qu'il ait oublié ces leçons de Kissinger. Je pense qu'il essaye de les mettre en œuvre dans la mesure de ses pouvoirs. Mais sur le sujet de Kissinger, l'un des grands accomplissements en géopolitique dans les années 1970 fut de séparer les Soviétiques des Chinois. L'idée générale de Mackinder, selon laquelle il ne faut pas permettre à 2 géants eurasiens de se rapprocher trop. Il en va de même pour l'Allemagne et la Russie. Mais la principale critique adressée à Trump, comme à Biden, était que l'hostilité envers la Russie poussait les Russes dans les bras des Chinois. Or, les récentes pressions exercées par Trump contre l'Inde, ou par son administration, en matière de tarifs, ainsi que les menaces et pressions sur l'Inde pour qu'elle ne commerce pas avec la Russie, semblent désormais pousser l'Inde, elle aussi, dans les bras de la Chine. Encore une fois, j'accepte le postulat. Cette idée selon laquelle Trump est très hostile à tous ces systèmes d'alliance afin d'enfermer l'Amérique et d'empêcher les réformes dont elle a besoin. Cependant, à tout point de vue, cela semble avoir été une erreur colossale, car l'Amérique a besoin de l'Inde si elle veut contrebalancer la Chine ou simplement maintenir de bonnes relations en Asie. Cela ressemble tout de même à un désastre, non? Je pense que c'est une situation temporaire. Je crois qu'il s'agissait d'un coup porté pour mettre fin à l'implication de l'Inde dans la politique de confinement contre la Chine et à la formation d'un nouveau bloc militaire en Asie. La situation entre la Russie et la Chine et celle entre l'Inde et la Chine ne sont pas comparables. L'Inde et la Chine n'ont pas les intérêts économiques communs que partagent la Russie et la Chine.
Comme le disent ouvertement les Indiens, qu'avons-nous à vendre aux Chinois? Rien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est acheter aux Chinois. Ce n'est donc pas une perspective comparable à la situation russe. Cela a été mentionné hier à la télévision d'État russe lors de discussions sur ces différentes relations. La Russie est probablement le seul grand pays à avoir un excédent et non un déficit dans ses relations commerciales avec la Chine. Et il ne s'agit pas seulement de l'approvisionnement en hydrocarbures, mais aussi, plus récemment, de nombreux produits agricoles. Ils sont également sur le point de fournir les moteurs à réaction pour le tout nouvel avion de ligne moyen courrier chinois, qui se retrouve sans moteur à cause des sanctions des États-Unis. Oui, comme je l'ai dit hier, on peut compter sur les doigts d'une main les producteurs mondiaux de moteurs à réaction avancés pour avions de ligne, et la Russie en fait partie. Et cela est en train d'être finalisé. Ainsi, les Russes ne vendent pas seulement des matières premières, ils vendent aussi certains produits de haute technologie et des produits pharmaceutiques. Les produits pharmaceutiques russes commencent maintenant à entrer sur le marché chinois. Rien d'une telle ampleur ne peut être envisagé pour l'Inde vis-à-vis de la Chine. Ce qui se profile n'est pas une amitié ou un partenariat total et illimité, mais la fin de l'inimitié, la fin de ces escarmouches frontalières et une coopération pour le développement commun des intérêts économiques et sécuritaires en Eurasie. Eh bien, cela semble en soi assez important, car chaque fois que vous avez deux grandes puissances, bien sûr, si l'on choisit de placer l'Inde dans cette catégorie, ou du moins comme une puissance montante, dès qu'il existe des tensions entre elles, ces tensions ou conflits peuvent être exploités par des acteurs extérieurs qui cherchent à obtenir des concessions de l'une, ou vous savez, à équilibrer ou contenir les autres parties. Mais, je suppose que oui. Une dernière question pour revenir au début. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il s'agit, sinon d'un changement de l'ordre mondial, du moins d'une évolution ou d'un éloignement du système unipolaire? À quel point devons-nous interpréter comme significative la direction que nous prenons actuellement? Parce que je constate l'absence de compatibilité commerciale entre l'Inde et la Chine, je ne m'attends pas à ce que des systèmes d'alliance émergent de cette situation. Mais la capacité à gérer les conflits politiques concurrents est tout à fait significative pour organiser une architecture économique internationale alternative. Étant donné que la confiance dans la capacité des États-Unis à assumer ce rôle est moindre. Même les États-Unis semblent désormais reconnaître que le dollar ne peut pas être la seule monnaie de réserve. Il jouera sûrement un rôle de premier plan, mais des alternatives doivent être mises en place pour refléter réellement la répartition du pouvoir telle qu'elle est. Il y a une accélération du mouvement vers un monde multipolaire. Et ce que nous avons vu au cours de ces 2 derniers jours constitue une étape importante dans cette trajectoire. Nous ne devrions donc pas exagérer, comme vous le dites, les perspectives de rapprochement ou de réchauffement entre la Chine et l'Inde. Mais ce qui ressort de tout cela, comme je le suggérais à l'instant, c'est la levée du drapeau de la souveraineté. L'Inde l'a fait en refusant de prendre les appels téléphoniques de Donald Trump et en démontrant de toutes les manières possibles qu'elle ne se soumettra pas aux efforts américains visant à briser sa dépendance aux hydrocarbures russes. En fait, l'Inde a l'intention d'augmenter ses importations d'hydrocarbures russes d'au moins 10% au cours du mois à venir. C'est une déclaration de souveraineté. Les Russes parlaient de souveraineté il y a 1 an et je disais que c'était le mot de l'année. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à sa propagation à d'autres grandes puissances. La souveraineté s'oppose à la formation ou à la participation à une alliance ou un bloc militaire.
Les Chinois ont été les premiers à le comprendre et à le mettre en pratique. Pour revenir en arrière, et juste pour commenter votre remarque concernant Kissinger et la fracture que l'Amérique a créée entre la Russie et la Chine pour son propre bénéfice, je pense que vous êtes un peu dur avec Richard Nixon. I think you're being unkind to Richard Nixon. Being unkind to Richard Nixon. Oh yeah. Je suis dur avec Richard Nixon. Je crois que c'était son idée et que Kissinger en a été l'exécutant. Bien sûr, Kissinger ne mettrait pas ce fait en avant dans ses mémoires. On ne peut pas lui en vouloir. Mais Nixon n'était pas idiot. Et, avec le recul d'aujourd'hui, Nixon, qui était l'homme désagréable, peu aimable avec la presse, eh bien, il apparaît comme un gentleman, un homme digne. Par hasard, sur YouTube, j'ai vu les débats Kennedy-Nixon d'il y a un an. Remarquable. Ces gens étaient civilisés. Depuis, c'est une véritable descente de la civilisation. Donc, Nixon paraît bien meilleur sous cet angle. Et il a eu l'intelligence de saisir cette opportunité et de s'entourer d'un excellent exécutant en la personne d'Henry Kissinger. And to have a very good implementer in the person of Henry Kissinger. Le déclin de la décence. C'est assez remarquable si l'on remonte quelques décennies en arrière et que l'on regarde ces débats présidentiels. Espérons que nous avons touché le fond et qu'il y aura des améliorations à venir. Mais non, c'est intéressant parce que lorsque j'ai vu Peter Navarro faire ce commentaire en tant que conseiller de Trump, disant « Vous savez, l'Inde est la plus grande démocratie. Comment pouvez-vous vous rapprocher des Chinois? Vous devriez nous être loyaux. En d'autres termes, céder à notre pression. » Je pense que cela révèle en quelque sorte la façon dont une grande partie du monde le perçoit réellement. Chaque fois que quelqu'un fait référence à la démocratie libérale, cela se traduit souvent, presque toujours, par une inégalité souveraine, ce qui signifie qu'au nom de la démocratie libérale, vous ne devriez pas poursuivre votre intérêt national. Mais l'Inde continue de dire que son intérêt national doit passer avant tout. Et cela signifie, bien sûr, qu'ils prennent aussi en compte le voisinage dans lequel ils vivent, sans pour autant se couper de partenariats très importants. Donc non, cela pourrait représenter un changement majeur. Je me demande simplement si cela va modifier les politiques américaines, car jusqu'à présent, les États-Unis semblent persister dans cette voie. Comment la Chine ose-t-elle continuer sur cette trajectoire? Elle devrait rentrer dans le rang. Peut-être que le problème, c'est que nous n'avons pas encore imposé assez de droits de douane. Vous voyez, c'est un peu cette logique. Que peut-on faire d'autre? Plutôt que de réfléchir à la véritable position indienne, qui considère cela comme une question de souveraineté. Et cela me fait de la peine de le dire en tant qu'Européen. Mais si l'on regarde ceux qui se plient trop pour rentrer dans le rang et qui compromettent leur intérêt national, ce sont les Européens. Et chaque fois que les Européens s'inclinent devant le papa et obéissent, chaque fois que vous ignorez votre intérêt national, vous vous retrouvez dans une position affaiblie. Donc cela ne semble pas être un modèle que les Indiens voudraient imiter. Désolé. C'était juste ma dernière question. Voyez-vous des changements à venir du côté des États-Unis maintenant, étant donné les images venant de Chine où l'on voit Modi, Xi et Poutine faire preuve de défiance, non pas en permettant des divisions, mais plutôt en poursuivant le découplage et la diversification de leurs liens. Je pense que nous devons accorder un peu de temps à cette situation. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que Donald Trump ait l'intention de rompre les liens commerciaux avec l'Inde ou de maintenir ses tarifs punitifs actuels très longtemps. Je crois qu'il s'attend pleinement à ce que Poutine détruise l'Ukraine dans les semaines ou les mois à venir. Par conséquent, ces tarifs punitifs ne dureront pas très longtemps. C'est un message destiné à briser le fossé d'information quadrilatéral de l'OTAN dans l'Indo-Pacifique. Quant à la Chine, bien sûr, ils ont passé un avertissement sévère aux Américains.
ils ont expliqué comment ils allaient détruire l'industrie américaine en coupant l'approvisionnement en terres rares et autres ressources vitales pour l'industrie américaine. Et c'est ce qui a provoqué le recul concernant l'imposition de tarifs punitifs sur la Chine et le report de leur mise en œuvre, ce qui avance avec une certaine incertitude quant au moment où ils seront appliqués. Alors laissons un peu de temps à cette situation. Regardons au-delà de 2 ou 3 semaines. Je pense que les relations vont rebondir. Les Indiens tiennent beaucoup à maintenir leurs relations avec les États-Unis, car, comme nous venons de le dire, la Chine ne peut pas remplacer le marché américain. Et il n'existe pas non plus d'alternative à l'Inde, même à moyen terme, pour le marché américain. Donc bien sûr, ils trouveront un terrain d'entente. Mais cela n'arrivera qu'après que les Américains auront abandonné leur attitude belliqueuse concernant les partenaires commerciaux de l'Inde. Et je pense que c'est là l'essentiel. Les Indiens ne veulent pas rejoindre un bloc de l'Est contre l'Amérique. Ils veulent littéralement simplement rester non alignés et diversifier leur commerce. C'est pourquoi je pense que si les États-Unis revenaient sur leur position et ne disaient pas à l'Inde quoi faire, le plus grand intérêt de l'Inde serait également de commercer et d'entretenir des relations étroites avec les États-Unis. D'ailleurs, je placerai la Russie dans la même catégorie. Ils ont toujours vu cela comme un équilibre de dépendance. C'est-à-dire que, oui, la Chine pourrait être la plus importante, mais il faut équilibrer et diversifier. Donc, commercer avec les Européens et les Américains restera toujours important. C'est pourquoi je pense qu'ils mettent autant d'efforts à rétablir des liens bilatéraux avec les États-Unis. C'est simplement qu'ils ne vont pas se laisser entraîner dans un camp anti-chinois. Et je pense qu'il faut aussi abandonner ce rêve avec les Indiens. Mais oui, merci beaucoup. Ce sont des temps fascinants. Et en effet, l'affaiblissement, voire le sabotage, de ces systèmes d'alliance dans leur ensemble est tout à fait révolutionnaire en termes de transformation du système international. Donc, encore merci. Avec plaisir.